Merci à Jean-Claude Casadesus, merci à Jean-Pierre Le Tartre de bien vouloir apporter leur témoignage. Bon, réussir dans la vie est le résultat de tout un contexte social, travail, finance. Mais réussir sa vie est le résultat d'un contexte extérieur et surtout intérieur. Richesse rime avec sagesse et expérience. Le riche est celui qui réussit sa vie et qui a partagé sa richesse et en est fier. C'est le fondement du cercle défi, le partage et la transmission de l'expérience. C'est pourquoi nous sommes ici et que nous accueillons ce jour donc Jean-Claude Casadesus et Jean-Pierre Le Tartre, car c'est justement leur ADN. Donc je remercie Bruno Wouters qui animera ce témoignage. Il est lui-même ancien rédacteur en chef de La Voix du Nord et l'auteur de plusieurs ouvrages sur la région. Alors Jean-Claude Casadesus a créé l'Orchestre de Lille en 1976, y est resté pendant 40 ans. Sous sa direction, l'orchestre a parcouru le monde entier. Il a mené une politique de sensibilisation et de diffusion de la musique au public et aux enfants qui n'y ont pas accès, parce que la musique est un fantastique vecteur de passage, car elle est le plus court chemin d'un cœur à un autre. Son ADN, c'est la passion, la rencontre, le partage. Il est engagé, enraciné dans la cité. Il est issu d'une grande famille de musiciens et d'artistes. C'est ce qu'on appelle l'héritage, la transmission d'une passion et d'une culture. La famille Le Tartre est bien connue dans notre région avec Agnos, leader européen de l'hygiène médicale. Jean-Pierre a pris, lui, une autre route, puisqu'en 1985, il intègre EY, Ernst & Young, et en devient, en 2005, le président France, puis Europe, tout en résidant à Lille. Lorsqu'il arrête en 2019, il revient se donner pleinement au Nord en prenant la présidence d'Entreprises et Cités, du réseau Alliance, du comité Grand Lille, du World Forum et d'autres. Un engagement qu'il prend vers sa région avec un enthousiasme débordant et une grande ouverture d'esprit, celle de transmettre et de faire rayonner. Bravo, 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 bravo. Bonsoir, donc Jean-Claude, je vais tutoyer Jean-Claude parce qu'on se connaît depuis un bon moment. Comme on est tout à fait entre nous, Jean-Claude, d'abord une question personnelle que j'ai moi en tête et que bien des auditeurs ici ont sûrement en tête aussi. Quel est le secret d'une telle jouvence et d'une telle énergie ? Ah, tu trouves que j'ai une jouvence Oui, hors norme, oui. Non, mais Nietzsche a dit tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Donc c'est la domination des cicatrices de la vie et la passion. J'ai la chance d'exercer après mes parents une activité qui ne peut être que le fruit d'une grande appétence passionnelle. Et puis une hygiène de vie, bon, faut le dire quoi. Alors tout le monde imagine que Jean-Claude Casadesus, dans la région, c'est la fin des années 70, mais je crois que la rencontre, la découverte de Lille et de la région, c'est bien plus tôt. Alors j'ai découvert Lille en 1956 quand j'étais militaire. Et je veux dire que il pleuvait à torrent. Marteau, aujourd'hui c'est pas mal non plus. Et puis la ville était très grise, très noire. Et je me suis dit, non d'une pipe, c'est assez... Enfin voilà, c'est encourageant parce que ça ne peut être que mieux. Et je me suis dit, en regardant une carte du Nord-Pas-de-Calais à l'époque, que j'aimerais bien... Comme ça, j'avais rêvé d'y
d'y mener une grande entreprise. Mais j'étais militaire, j'étais pas encore chef d'orchestre, et voilà, je n'avais pas encore bâti ce que j'avais commencé à mettre sur pied dans les Pays de la Loire. Quand j'en ai été nommé directeur à la création de cet orchestre, j'ai été associé en 71. Mais j'ai découvert Lille à ce moment-là, mais c'est surtout après qu'en effet est née ma passion pour le Nord. Alors, Pas-de-Calais. On passe une vingtaine d'années. Moi, j'étais jeune journaliste à Valenciennes. C'était la crise de la sidérurgie, le plan d'Avignon, 5500 emplois supprimés à Denain, à Tris-Saint-Léger, les piliers de la région, charbon, textile, acier, tout le monde le sait, qui s'effondraient. On se sentait à la fin d'un cycle. Et jeune journaliste, je me souviens qu'en haut de nos colonnes, on mettait le nom de Jean-Claude Casatsu parce qu'il venait à la rencontre des sidérurgistes. Ça a dû être une expérience très, très forte, justement, sur le plan de la transmission. Oui, alors, je dois dire que deux axes de mon projet, enfin, ça a été, voilà, je vais essayer de le résumer parce que on n'a pas des masses de temps, mais il y a 40 ans quand même finalement d'expérience derrière tout ça. Mais à l'époque, c'était le désir de convaincre ceux qui pensaient que la grande musique, comme on disait, n'était pas pour eux, de les convaincre du contraire. Dans mon premier livre, dont notre ami Watine vient de parler du titre, qui s'appelle « Le plus court chemin d'un cœur à un autre », parce qu'il n'y a pas la subversion des mots, et puis c'est la sensibilité directe. Eh bien, justement, j'ai choisi à l'époque de pouvoir, du plus favorisé au plus démuni, avoir accès à cette émotion, à cette planète magique qui est la musique, à partir d'un projet, une éthique, la durée. Le projet, c'était essaimer cette région qui n'avait pas eu le temps de se pencher sur sa culture. L'éthique, c'était du plus favorisé au plus démuni, chacun doit y avoir accès. Et la durée, c'est la valeur sans laquelle les deux premiers paramètres n'auraient pas pu se développer. Je découvre en effet à un moment donné la fermeture de cette entreprise. J'ai visité quand même plus de 25 entreprises avec mon orchestre parce que mon autre devise, c'était porter la musique partout où elle peut être reçue. Outre les 250 villes que j'ai côtoyées dans la région avec mon orchestre, nous avons visité 32 pays. J'ai reçu chaque année près de 15 000 enfants, car la transmission passait par les enfants, mais elle passait aussi par, au fond, des désirs d'espérance pour des gens désespérés. Au moment de la fermeture d'Usinor, j'ai décidé de faire deux concerts de solidarité pour eux et d'emmener mes musiciens voir ce que c'était qu'une coulée de fonte qui était au fond un enfer auquel étaient prodigieusement attachés les gens de l'entreprise. Donc si vous voulez, enfin très rapidement, je voudrais dire que j'ai essayé au cours de toute cette longue période qui a passé vraiment comme un éclair, de rapprocher deux mondes, le monde culturel et le monde économique. Je vous dirai un mot après des gens de quelle façon le monde économique, je l'ai rapproché au fond de ma démarche artistique. Mais c'est vrai qu'à l'époque, les gens qui étaient désespérés à Usinor Denain ont constaté qu'il y avait peut-être une porte d'espérance qui s'ouvrait grâce à l'émotion partagée. Et je vous disais il y a un instant que quelques années après, à Hasbrook, lorsque je dirigeais un concert, une délégation de ces ouvriers est venue me voir en me disant « Écoutez, grâce à votre soutien de l'époque, j'ose vous dire que vous en avez sauvé certains d'entre nous du suicide dans le désespoir qui était le leur devant la perte de leur emploi. » Voilà, tout ça a nourri, si j'ose dire, ma conscience politique au sens grec du terme, c'est-à-dire la vie dans la cité, et de se dire qu'au fond, chacun d'entre nous, et en tout cas les artistes, ont une possibilité, je dirais, utile et d'intervention dans le quotidien des gens. Ce désir de transmission, à l'époque, est-ce que vous avez l'impression qu'il est partagé ? C'est-à-dire, vous êtes chef d'orchestre à Lille, déjà très occupé par la direction d'un orchestre, la connaissance des partitions, etc. Et pourtant, vous engagez cette démarche. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un contexte un peu régional qui provoque ce désir de transmission ou qui le soutient ou qui le stimule ? La région du Nord-Pas-de-Calais, 4 millions d'habitants à l'époque, la plus jeune de France, celle qui est le plus frappée par le chômage, qui a beaucoup donné à la France, l'acier, la sidérurgie, le textile, qui se sont écroulés par pans entiers. Donc, il s'est posé à moi, à l'époque, une question, en effet,
de quelle façon est-ce qu'on peut remobiliser des espérances à travers la culture dont on dira jamais assez que sa part d'humanité permet, je crois, de relever un grand nombre de défis. Et on le voit aujourd'hui grâce aux différents grands élus qui se sont succédés. Je pense à Pierre Mauroy, à Daniel Percheron, aujourd'hui Xavier Bertrand, qui ont compris que la culture est vraiment une pierre fondamentale dans cette région. Et la réflexion que je m'étais faite à l'époque, où je le dis sans aucune prétention, mais je crois que la démarche de l'Orchestre national de Lille que j'ai pu construire, nous avons été les fers de lance d'une politique culturelle qui s'est développée ensuite et qui a fait de cette région, maintenant des Hauts-de-France, la région la plus culturelle de France. On a parlé d'usine Ordonna. Est-ce qu'après, vous pouvez citer des expériences qui vous ont semblé fondatrices, c'est-à-dire, dans le fond, les souvenirs les plus forts que vous ayez de ces expériences liées à la transmission ? Alors, je vous disais au début de notre entretien qu'il y a 2 axes qui m'ont guidé. L'excellence, il fallait faire un orchestre qui soit capable de recevoir les hommages des plus grandes places internationales, ce qui s'est passé puisque nous avons été de Tokyo à Carnegie Hall en passant par Saint-Pétersbourg et le Gewandhaus de Leipzig et puis le Concertgebouw d'Amsterdam, 32 pays qui ont reconnu l'excellence de l'orchestre au cours de ces 40 années, mais en même temps les 250 villes ou villages de la région que nous avons visité. Et puis, dans mon désir d'associer le monde culturel au monde économique, j'ai créé en 1984 une association qui s'appelle aujourd'hui Arpège, dont aujourd'hui le président est présent en la personne de Monsieur Dutilleul, et qui était destinée à se pencher sur des actions culturelles nécessaires et en dehors de l'enveloppe qui nous était allouée par les collectivités. Donc j'ai pu emmener en Chine il y a quelques années 100 chefs d'entreprise autour de l'orchestre et donc ça n'était pas un loisir uniquement réservé à quelques happy few, c'était dans mon esprit un désir sociétal de réunion d'une entreprise je crois, d'utilité publique citoyenne avec de grands entrepreneurs de la région. Et je pense notamment au comité Grand Lille qui a été le fer de lance à un moment donné, en 2004, de Lille, capitale européenne de la culture. Et je dois dire que toutes ces actions ont été une conjonction, je veux dire, pour la valorisation de notre région, qui a été entaché d'une sorte d'image misérabiliste, malheureusement au sud de la Loire, où on disait le Nord, et le Nord a une force vitale extraordinaire qui m'a attaché pendant 40 ans, parce que j'étais sollicité dans pas mal d'autres perspectives et projets, mais je dois dire que j'ai été totalement séduit par justement la solidarité, la fraternité et le désir d'entreprise de cette région. Je me tourne vers Jean-Pierre Lothar. J'ai envie de vous poser la même question que la première à Jean-Claude. C'est-à-dire, vous aussi, vous êtes un peu vous êtes aussi sur tous les fronts, très actif. Est-ce que vous aurez un secret pour garder le dynamisme et la jouvence? Je pense que c'est une question importante parce qu'on est dans un contexte, une époque où la jouvence, on ne la croise pas partout à tout moment. D'abord, j'ai envie de vous dire que je suis à la fois honoré et surpris, et au fond peut-être que c'est un élément potentiel, peut-être une certaine réussite dans ma vie ou dans la vie, d'être avec Jean-Claude et de parler d'égal à égal avec lui sur une estrade, alors que quand même je considère que je ne suis pas tout à fait dans la même... Voilà. Non, c'est ça. Non, sérieusement. Je me rappelle très bien, Jean-Claude, de plusieurs événements. J'ai eu nous avons quelques événements, quelques parties de tennis le dimanche soir aux Trois-Villes. Je me rappelle de ça. Ma femme s'en souvient aussi, d'ailleurs, très bien. Et puis aussi, quand tu m'avais demandé de venir faire l'audit de la maison. L'audit, voilà. Oui, qui t'en a permis d'avoir d'autres. Oui, bien sûr, qui m'a permis de développer beaucoup le chiffre d'affaires à l'époque. Non, écoutez, donc, je pense que c'est une question de vision de la vie. J'ai coutume de dire qu'au fond, je pourrais répondre à l'inverse à votre question, c'est qu'au fond, on a des coups durs dans la vie. Chacun d'entre nous, et compte tenu que dans cette salle, certains ont quelques années, comme moi, c'est-à-dire on a tous connu des coups durs. Et je me suis toujours dit que la question n'était pas
la nature du coup qu'on avait reçu, c'était la façon dont on l'acceptait ou le surpassait. Et je pense que ça indique une certaine philosophie de la vie, c'est que, en fin de compte, il faut toujours aller regarder devant, aller plus loin, continuer la route, continuer à faire marcher la bicyclette sur le chemin, parce que la vie est un mouvement très important pour moi. Et il faut surtout pas s'arrêter. Alors peut-être certains diront c'est pour ça qu'il fait plein de trucs, donc il est complètement dans une spirale. Peut-être, la peur du vide peut être un élément, et je le reconnais facilement, mais je pense surtout que, voilà, c'est une philosophie. Demain, ça peut être meilleur. J'ai souvent tendance à dire à mes enfants, le pire n'est pas certain. J'aime assez cette expression. Le pire n'est pas certain, parce que souvent, quand on discute, on a l'impression que le pire, c'est sûr. Hein, tu vois, coronavirus, alors là, on va tous être morts. Là, demain, il y a 1000 personnes qui sont touchées en France, on arrête tout. La bourse perd 15%. Bon, ok. Voilà. Prenons un peu de recul. Le deuxième élément, peut-être, c'est... en même temps que cette volonté de continuer à avancer, cette capacité aussi de relativiser, de prendre du recul. Je pense que c'est très important, parce qu'au fond, qu'est-ce qui est important ? Quelles sont les choses que je dois relativiser dans ma vie, qui se passent, mais au fond qui ne sont pas très importants par rapport à des éléments fondamentaux. Et ça, je pense, et c'est vrai, dans les entreprises, j'ai toujours pensé qu'un des critères peut-être le plus important pour choisir quelqu'un pour prendre un poste de management, c'était sa capacité à avoir du recul. Et donc sa capacité à résister au stress. Parce qu'au fin de compte, si on ne prend pas du recul, le stress monte. Si le stress monte, on perd ses capacités. Et donc au fond, l'élément le plus important, c'est celui-là. C'est comme vous savez, je dis souvent, quand on élit président de la République, le plus important, c'est est-ce qu'il va avoir suffisamment de discernement pour appuyer ou ne pas appuyer sur le bouton nucléaire. Bon, c'est plus important. Si on a un type qui est taré et qui appuie sur le bouton nucléaire, c'est dangereux. Et donc quand on choisit un manager, c'est quelle est sa capacité à prendre du recul et donc à résister au stress. Alors vous parlez de recul, mais bien sûr, mais en ce qui concerne le désir de transmission, il faut une envie, un élan. D'avoir envie, et pour vous, est-ce qu'il y a eu un déclic ? Comment, avec le recul, vous voyez ça ? Je ne sais pas très bien, au fond, s'il y a eu un moment, un déclic. Je pense que c'est une accumulation de choses qui sont... C'est pas le centre des jeunes dirigeants, par exemple, puisque vous êtes assez... Si, mais moi, si vous voulez, je me suis construit, je suis une éponge. C'est que j'absorbe des choses comme ça, voilà. C'est comme, est-ce que vous avez quelqu'un qui était un modèle pour vous ? Oui, plein. Chacun est un modèle pour un autre. Il y a toujours quelque chose à absorber pour l'intérioriser et après s'en enrichir. Et les événements, c'est pareil. Oui, le centre des jeunes dirigeants a été extrêmement formateur pour moi. Il y a beaucoup d'anciens dans cette salle et j'étais avec eux. Donc, et je pense qu'effectivement, ça a été... vous voyez, et j'ai retenu des choses comme ça, mais du centre des jeunes dirigeants ou d'autres événements que j'ai pu connaître. Par exemple, du centre des jeunes dirigeants, j'ai retenu quelque chose que je vous livre et que j'aime beaucoup. C'est que l'ancien président, celui qui m'a laissé... son rôle de président du CJD Métropole, c'est dans les années 89, 8, qu'est-ce que t'en penses, 8 89, ouais. M'avait dit, tu verras, être président d'une association comme le Centre des jeunes dirigeants, c'est l'exercice ultime de management, puisque tu fais avancer les gens sans carotte ni bâton. Et ça m'a toujours guidé, ça. Vous voyez ? Et je l'ai dit un nombre de fois considérable chez EY, en disant, tu sais, t'es patron, t'as un rôle, t'as un PNL, tu peux sanctionner, tu peux récompenser. Mais imagine-toi que tu n'es pas ça pour diriger. Mais alors vous dites une éponge, mais une éponge, ça absorbe, ça aspire, si, hein, bon, je crois. Mais là, on parle au contraire d'une démarche qui va vers l'échange. J'ai malheureusement pas la même hygiène de vie que Jean-Claude, d'ailleurs, c'est ça qui veut. Non, mais plus sérieusement, on comprend l'histoire de l'éponge, mais par contre, vous avez envie d'aller vers le partage, l'échange, la discussion. Bien sûr. Non, mais vous posiez qu'est-ce qui m'a enrichi. Le point important, je reviens 2 secondes sur cette notion d'éponge. Ce que je trouve beaucoup, et c'est une réflexion que je me suis fait, et puis que maintenant, en regardant avec un peu de recul aussi, en regardant les années passées, chaque personne que vous rencontrez, alors je parle dans ma vie d'entreprise et de dirigeant, chaque personne que je rencontre
dans l'entreprise, quel que soit son niveau, il faut toujours se dire, elle a quelque chose à m'apporter. Quelquefois, on me disait, mais qu'est-ce que tu vas perdre ton temps à aller voir X ou Y, c'est pas de ton niveau, il est dans un bureau au fin fond d'une province. Alors à moi, me dire ça, c'était raté, mais voilà, pourquoi tu passes. Mais oui, chacun a quelque chose à apporter. La question, c'est de savoir l'écouter. Et on s'enrichit aussi de ça. Je crois que la question importante du manager, c'est de savoir perdre du temps avec les autres. Alors ça, on dit, perdre du temps pour un manager, c'est impossible. Le return, l'investissement, il est déjà... Non. Perdre du temps, c'est pas forcément passer énormément beaucoup de temps, c'est avoir de moins d'attention à toute personne, quel que soit son niveau. Et donc vous me disiez, est-ce que je suis parti là? Et vous disiez, ma question c'était... oui, le partage. Le partage, l'échange, l'écoute, mais après... Ouais, je pense que le partage, on l'a appris... Alors le CJD disait à l'époque qu'il faut passer 20% de son temps dans la société. Au fond, c'est pas 20? C'était 10? 10, ouais, c'était 10. Enfin, 10, c'est déjà pas mal. J'ai toujours eu envie, effectivement, de partager, d'échanger, de transformer, en fait, d'amener les gens à la transformation. Je pense que c'est ça qui est... alors, on pourra parler peut-être des enjeux d'aujourd'hui, qui est encore plus important aujourd'hui. Au fond, vous voyez, chez EY... quand j'ai repris avec Christian arrivait quelques années après, mais quand on a repris le bureau de Lille, à l'époque, en 85, quand vous travailliez à Paris, d'aller à Lille, c'était qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Les provinces n'étaient pas considérées. Le marché des clients en province, plutôt de PME, n'était pas considéré. Et je me suis dit, mais au fond, c'est une erreur, c'est ça qu'il faut faire pour demain. Bon, au fond, je dirais, ça s'est révélé, puisque aujourd'hui, si je suis devenu président, c'est qu'on a considéré qu'un parcours en région et de PME devait servir à quelque chose. Donc en fait, je pense que c'est d'amener à la transformation, et d'amener à la transformation en poussant des idées un peu nouvelles, un peu différentes. C'est ça qui me fait marcher. Et c'est ça qui m'amuse d'ailleurs aujourd'hui. Si vous prenez, je peux continuer ou pas? Oui. Parce que je suis parti, il faudra m'arrêter. Hein. Oui, si vous prenez quelque chose aujourd'hui comme entreprise et cité, par exemple, donc que chacun connaît ici et dont j'ai repris la présidence, c'est incroyable ce truc. Ça a été créé il y a... J'ai retrouvé le 1936, même on peut remonter jusqu'à 1919, cette capacité incroyable qu'ont eu les chefs d'entreprise de cette région de dire jouons collectif. Travaillons ensemble. Pour le bien de mon entreprise, mais le bien du territoire. Et je vais vous dire quelque chose, ces gens-là, ils l'ont pensé avant-guerre. Et aujourd'hui, jouer collectif pour la transformation des territoires serait désuet. Qui peut oser le dire aujourd'hui? Sûrement pas. On a encore plus besoin de ce jeu collectif. Et on a encore plus besoin de transformer notre environnement. Et donc ces idées de nos pères fondateurs, elles sont hyper actuelles. Hyper actuelles. Je reviens sur... Si on prolonge un petit peu les propos sur l'écoute nécessaire. Quand on va au concert, qu'on voit Jean-Claude Casatsu diriger son orchestre, c'est pour être entendu, c'est pour être écouté qu'il dirige. Mais en fait, il a une partie de sa vie qui est celle où il écoute, où il s'imprègne du territoire, où il s'imprègne de ce que vivent les gens. Est-ce que tu peux nous parler de cet aspect-là? Ce que vient de dire Jean-Pierre, c'est en fait, il faut être disponible. On perd du temps pour en gagner, d'après certains, mais je crois qu'il faut être à l'écoute et qu'on s'enrichit toujours de la différence. Moi, ma conscience politique au sens de la vie dans la cité, elle s'est créée dans le Nord. Elle s'est créée face aux grandes épreuves dont j'ai pu avoir connaissance, puisque comme j'avais décidé de porter la musique partout où elle peut être reçue et accueillie, ça m'a permis de visiter, je le disais je crois tout à l'heure, près de plus de une vingtaine d'entreprises, et aussi des lieux de souffrance, comme l'hôpital ou la prison. Et puis en même temps, l'excellence qui nous a conduit à obtenir le titre d'orchestre national par le président Giscard d'Estaing, c'est-à-dire après 4 ans de travail intensif, parce que c'est indissociable. Je veux dire, sinon ce sont des opérations boy-scoutistes. Je respecte beaucoup les boy-scouts, j'ai moi-même été louveteau, mais je veux dire qu'il y a une nécessité de grande qualité à un haut niveau pour pouvoir être crédible. Et on doit apporter le meilleur aux plus défavorisés. J'avais un ami qui s'appelait Armand Marquiset, qui était le fondateur des Petits Frères des Pauvres, et qui disait « des fleurs avant du pain ».
Et je crois que c'est très important, le beau avant l'utile. L'utile, c'est important, mais le beau, là, c'est aussi Dostoïevski qui a dit on peut penser que la beauté sauvera le monde. Bon, il y a du boulot, hein, surtout en ce moment, mais je veux dire qu'il y a cette nécessité de transmettre de l'émotion, d'écouter aussi, d'écouter la société telle qu'elle est. Et dans mon désir de réunir le monde économique et le monde culturel, ça a été, donc je te le disais tout à l'heure, cette création de Arpège, qui était une association qui a réuni une quarantaine d'entreprises de la région et qui ont réfléchi à différents niveaux à la nécessité de porter cette culture, cette musique en tout cas, dans les lieux qui n'étaient pas censés l'accueillir. Donc j'ai été en effet, j'ai été très ému par à la fois la solidarité de cette région, née, je crois, des épreuves qu'elle a traversées. Et comme disait Jean-Pierre il y a un instant, moi, au début, la première année, on me disait, alors, toujours dans le Nord? Je dis, oui, oui. Ah bon, très bien. L'année d'après, on me disait, alors, qu'est-ce que tu deviens? Je dis, ben, je suis toujours dans le Nord. Et je dis, ah oui, oui, ben, c'est une bonne expérience, tu vas continuer? Je dis, ben, écoute, oui, je crois. Et l'année d'après, je lisais la commisération dans l'œil de mes interlocuteurs quand je leur disais que j'étais toujours dans le Nord, parce qu'il y avait en effet cette espèce de, voilà, de condescendance vis-à-vis d'une région dont on connaissait absolument pas les ressorts et la potentialité. Donc ça a été une grande fierté de pouvoir dire à nos tristotins snobino-culturucheux de la capitale que le Nord était pour moi un chemin de vie. En sillonnant récemment la région pour un livre qui a été publié il y a quelques mois, j'ai été frappé d'entendre un peu partout le mot résilience. Alors au début, on dit c'est bien, résilience, enfin, cette idée des épreuves surmontées, etc. Mais quand on l'entend 20 fois, 30 fois, on se demande si ça ne devient pas aussi un poids. Tu réponds? C'est-à-dire, oui. Est-ce qu'on n'insiste pas un peu trop sur le courage, le labeur, l'épreuve qu'il faut surmonter, et pas assez sur la créativité partagée possible? Oui, enfin, moi, je pense que la résilience, c'est un élément important de la vie. Il y a eu d'excellents auteurs, notamment Boris Cyrulnik. Je vous conseille de lire son bouquin sur le sujet de la résilience. C'est tout à fait exceptionnel. Mais bon, je pense que cette région, elle a résisté et elle s'est transformée. Et elle a cet avantage-là de l'avoir fait plusieurs fois. Vous voyez, je faisais une comparaison parce que j'ai connu un peu les autres régions dans mon rôle chez EY. Et vous savez dans la région nantaise et en Vendée, il y a un bon nombre de très très belles entreprises familiales comme nous connaissons ici. Et je discutais avec le Club des 30, vous savez, c'est qui réunit ces 30 belles entreprises de l'Ouest. Il me demandait justement la comparaison avec le Nord, l'île, etc. Il m'est venu un point de différenciation important, c'est que eux, ils sont la première génération. Et vous voyez, vous prenez Fleury-Michon, vous prenez Beneteau, vous prenez toutes ces boîtes-là, c'est les premières générations. Nous, on est dans une région qui a connu plusieurs générations et qui a donc connu des périodes difficiles, des crises, des rebonds, des transformations, des changements de business model, des changements d'activité. Et ça, c'est ce qui fait notre force. C'est ce qui fait la force de cette région. Et je dois dire que j'ai vu dans le regard des entrepreneurs de cette région, oui, effectivement, vous avez effectivement quelque chose de plus que nous, c'est cette histoire, en fait. Alors, en préparant la rencontre, deux thèmes par rapport à la transmission, c'était le lien avec le territoire, ça on en a parlé, mais alors le lien aussi avec le temps présent, c'est-à-dire que Jean-Claude Casatsu va à Usines-Ordenin dans la fin des années 70, parce que c'est là qu'il faut transmettre, c'est là qu'il y a une urgence à rendre aux gens une fierté, un espoir, un réconfort. Aujourd'hui, où est-ce qu'il faudrait aller ? Je pose la question parce qu'on s'aperçoit que la transmission, au fil du temps, forcément, elle ne s'exerce plus du tout dans le même contexte aujourd'hui. Elle ne s'adresse plus aux mêmes personnes, qui n'ont plus les mêmes façons de vivre, de travailler. Bon, d'abord, la transmission, elle a plusieurs aspects. Celle sur laquelle je pourrais insister, c'est celle que j'ai confiée à mon jeune successeur, qui est maintenant à la tête de l'orchestre artistiquement, et qui,
m'a donné envie de le soutenir quand il a posé sa candidature, parce qu'il a voulu, me semble-t-il, chausser les mêmes bottes que celles que j'avais mis à mes pieds il y a quelques années auparavant. Mais tout est toujours à recommencer. Je veux dire que la culture et la diffusion de la culture et le travail en direction des enfants. Moi, je continue aujourd'hui à aller parler dans des écoles pour, en effet, je veux dire, mobiliser les enfants sur une réflexion qui les concerne et aussi leurs parents. Donc, c'est un combat qu'il faut mener en permanence, je crois, parce que curieusement, en période difficile ou en période, en effet, de vaches maigres ou de difficultés économiques, la culture serait la première valeur qu'on aurait tendance à, disons, à minimiser ou à éradiquer. Donc plus que jamais, je crois qu'il faut se dire tout est à recommencer et qu'il faut continuer à aller vers les gens, qu'il faut continuer à aller porter cette bonne parole. C'est pas un hasard si cette région qui a été quand même extraordinairement meurtrie est devenue la région la plus culturelle de France, avec les musées qui ont pris une importance extraordinaire, le théâtre, l'écriture et évidemment la musique. Jean-Pierre Le Tartre, au fil de vos expériences, vous avez dû mesurer à quel point la transmission, elle évolue forcément, particulièrement dans la région où le paysage économique, social, culturel a profondément changé. Oui, alors par rapport à la transmission, je vais faire deux éclairages un peu différents. Le premier, c'est que, et je crois que c'est différent dans une entreprise peut-être que dans un orchestre, enfin dans une institution comme celle de Jean-Claude, mais il faut à la fois transmettre et puis laisser les successeurs faire ce qu'ils ont envie de faire, quoi. Ils n'ont pas forcément envie de faire pareil. Et au fond, moi, je trouve, vous voyez, je suis à 6 mois, à peu près 3-4 mois de la transmission. J'ai plus envie de faire de réagir, en fait. D'abord parce que le business, ça tourne tellement vite que vous êtes très très vite hors course, quoi. Enfin, vous savez plus dire quelque chose vous risquez de ne plus être pertinent quand vous parlez de votre entreprise. Très très vite, très très vite. Mais alors ça va tout allure. Et il faut les laisser faire leur truc. De toute façon, il n'est pas pareil, ils sont pas pareils, et c'est bien. Voilà, donc il faut le laisser. Vous avez laissé au fond l'entreprise telle qu'elle était, avec ses plus et ses moins. Plus moi j'ai transmis des gens qui ont travaillé avec moi pendant des années. Ils vous ont vu travailler, et ben hop, vas-y mon vieux. Et surtout, va pas jouer. On m'a dit, pourquoi t'es pas président honoraire, président du conseil de surveillance, président du conseil stratégique? Non. Je les laisse, et puis moi, je refais une autre vie. Voilà. Alors quelle est cette autre vie? C'est ça non, mais donc c'est ça. Alors. Ceci étant dit, j'ai plein de choses à transmettre. Mais au fond, j'ai envie de les transmettre dans l'action. Et c'est ce que j'ai envie de faire ici, un peu, et très modestement. Là, je suis en phase de réapprentissage, par exemple, parce que dans l'université, j'apprends plein de nouveaux métiers que je connaissais, mais pas dans le détail, comme ils l'exercent eux. Donc, et ils se disent, mais pourquoi tu n'as pas un avis? Je dis, j'ai pas d'avis, j'écoute d'abord. Hein, et donc, ma première leçon de transmission, c'est l'écoute. Et que le pire de tout, c'est d'arriver en disant je sais. Et non, on ne sait pas. On écoute. Quand on rentre dans une nouvelle institution, une nouvelle organisation, il y a plein de choses. Il y a des histoires humaines, il y a de la technicité, il y a une histoire, il y a une expérience. Donc la première chose, c'est d'écouter. D'écouter ce qui se passe, d'écouter le cœur battre, d'écouter les relations entre les femmes et les hommes. Et après, vous allez apporter votre valeur ajoutée. Mais quand vous connaîtrez l'objet sur lequel vous allez l'apporter. Donc voilà. Et puis après, j'ai un autre élément de transmission, et ça c'est... Enfin, je pourrais en avoir plusieurs, mais là, j'avais envie de vous dire ça, surtout ce soir, c'est que... on a un devoir de responsabilité. Au fond, on a tous connu des parcours professionnels plutôt du bon côté de la berge. Et on est un monde qui se développe fortement, avec plein de choses positives, mais qui a une particularité, c'est qu'il laisse sur l'autre côté de la berge de plus en plus de gens.
Et que ceux qui sont dans la roue qui tourne et ceux qui restent ou qui sont dans le train et ceux qui restent sur le quai de la gare, ça se tend de plus en plus. Et que le degré d'inégalité s'accentue. Tout le monde est un peu mieux, mais il y a plus d'inégalité parce qu'il y a un phénomène d'accélération et que ceux qui sont dans la machine qui tourne, ils vont très vite et très loin. Et puis il y a ceux qui restent sur le côté. Et je pense que, franchement, je voudrais pas faire prenez pas ça comme un discours misérabiliste ou autre, ou de remise en cause. Je me sens concerné autant que chacun d'entre vous, responsable autant que chacun d'entre vous. On est sur une vraie poudrière. Franchement, moi je le vois de plus en plus. En plus, là j'ai plus le temps de regarder un peu, de voir. On est sur une véritable poudrière. Et au fond, on sent quelques volcans comme ça qui sortent, mais pas qu'en France. Hein, donc c'est pas une question gilet jaune. Hein, non, je parle globalement dans les pays occidentaux. On est sur une vraie poudrière. Et je pense qu'on a une responsabilité d'éviter cela, quoi. Et d'ailleurs, je vois que la prise de conscience de ça, des chefs d'entreprise, du monde économique, est extrêmement forte aujourd'hui, extrêmement forte. Quand vous allez voir un patron de boîte, aujourd'hui, c'est au top de son agenda, parce qu'il pense que c'est important pour son entreprise aussi. Et donc, je pense qu'on a, nous, qui ne sommes plus à la tête de boîtes importantes, enfin la plupart d'entre vous, j'imagine, ou de boîtes, eh ben, vous avez une responsabilité aussi de contribuer. Et d'ailleurs, c'est le cas. Parce que vous êtes tous, beaucoup, j'en vous connais certains dans cette salle, qui sont très engagés. Mais aujourd'hui, cet engagement, il est vraiment une nécessité. Ce matin même, je discutais avec un candidat, comme ça par hasard, on se discutait avec un candidat aux élections municipales à Roubaix. Et franchement, quand vous l'écoutez, déjà, vous avez le sentiment, vous savez que c'est dur. Mais quand vous l'écoutez, c'est vraiment très dur. Et donc, il faut très peu de choses. Je suis certain, très peu de choses pour que tout pète. Et donc, on a une responsabilité vis-à-vis de ça. Et donc, c'est pour ça que engagez-vous. Hein, vous avez une bonne tête, vous avez plein d'expérience, vous avez même vous avez un petit peu de sous aussi, mais c'est pas uniquement que les sous qui comptent. Il y a votre temps aussi, engagez-vous. Moi, j'ai des choses pour vous d'ailleurs. Avec Sébastien, dans le fond, on peut vous proposer plein d'engagements possibles, mais il faut s'engager parce que il y a et on a une responsabilité. Ce monde est merveilleux, hein, je ne suis pas critiqué, mais on a une responsabilité vis-à-vis de la société et vis-à-vis aussi de nos enfants, qui d'ailleurs, comme vous le constatez sûrement, vos enfants et vos petits-enfants vous posent de plus en plus de questions sur ces sujets, sur ce qu'on a fait ou sur ce qu'on fait sur les questions d'inégalité, d'environnement, etc. Non, pas du tout. Dans le fond, vous avez parlé d'écoute, vous avez parlé de recul, et là, vous parlez de présence au monde, dans le fond, et d'implication. Je crois que Jean-Claude, tu vis... Jean-Claude, il fait ça depuis tout petit, lui. Donc, oui. Moi, j'ai découvert ça après avoir été dans le grand capital. Mais... Non, mais enfin, dans mon métier, l'art est éternel. C'est-à-dire que chaque interprétation, c'est le mythe. C'est pas pareil, toi, exactement. Non, c'est pas pareil, parce que c'est le renouvellement permanent bien sûr, dans le désir d'excellence. C'est le mythe de Sisyphe, tu sais. Ouais, alors donc, c'est un peu à part, quoi. Avec, voilà, on monte le rocher sur la montagne pour une interprétation, et 15 jours après, on recommence de la même façon, et avec le désir de transmettre un humus qui nous est indispensable, mais qu'on peut partager. Et j'aime beaucoup ton expression sur on apporte les fleurs avant les fleurs avant le pain. Avant le pain, oui. C'est marrant parce que tout ça me fait penser à ce que me disait ce candidat ce matin. Il me dit, vous savez ce que nous disent les gens dans les quartiers difficiles ? On ne vous voit pas. On ne vous demande pas du fric. On ne vous demande pas un boulot. On veut vous voir. Un regard. On veut vous voir. Et ça m'a fait penser à la question du savoir passer du temps. Et en fait, je pense que c'est déjà ça, quoi. J'existe ou pas, à tes yeux ? Hein, et ça, c'est important. Le deuxième commentaire, c'est comme quand on donne un peu d'argent dans la rue. Il y a des gens, moi, il m'est arrivé, et ça m'a beaucoup ému de rien avoir sur moi. Et je dis, excusez-moi, je n'ai rien. Et il dit, mais vous m'avez regardé. Ben oui, alors, il y a des gens qui donnent comme ça. C'est le mépris. Non, mais c'est vrai, c'est le regard. Et je voulais intervenir sur ce que tu disais sur le beau, pour parler de choses positives.
il y a quelque chose qui n'est pas suffisamment dit sur notre pays et sur la France. Là, je viens sur le contexte français. C'est que dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, il y a deux thématiques, vecteurs très importants pour assurer le rayonnement du pays. Enfin, il y en a au moins deux, mais je vais prendre celle-là. Il y en a deux qui sont la technologie, la science et le beau. Aujourd'hui, quand vous vendez un produit, vous devez un produit technologique et beau, hein, qui crée de l'émotion. Parce que l'émotion est un facteur d'achat. Je vais t'interrompre une seconde, tu as d'autant plus raison qu'il y a des métros, par exemple à Moscou ou ailleurs, qui sont magnifiques et les gens qui sont pas tagués. Et quand c'est pas beau, c'est tagué. Et Exactement. Et en fait, quand tu réfléchis à technique, scientifique et beau, quel est le pays au monde, citez-moi un pays au monde, qui a un niveau d'excellence à la fois dans la science et la technique et le beau, autre que la France? Le Japon. Peut-être. Alors, je veux dire pays européen. Au niveau éducation, mais c'est une autre civilisation. Je veux dire, je crois qu'on ne dit pas assez ça. Et c'est pour ça que la notion de beau, de culture, mais de design, tous ces éléments sont extrêmement importants parce qu'aujourd'hui, les vecteurs importants de développement, ils sont basés à la fois sur la technologie et le beau. Jean-Claude, est-ce que tu as la même impression de poudrière et est-ce que tu partages en tout cas une cocotte minute, ce qui était dit fortement, c'est-à-dire justement dans l'époque, il faut absolument que les gens s'engagent davantage, soient plus présents au monde. Tu partages le même... Je pense qu'il y a à la fois des grandes misères, mais je pense aussi que le plus pauvre ici est moins pauvre ailleurs, et que ça, on a tendance à l'oublier, qu'on a aussi des capacités d'aide qui me paraissent très très importantes, qu'on a le pays le plus doué du monde et un des plus beaux du monde, et qu'il n'y a que les Français qui ne le savent pas. Alors ça me paraît en effet un peu contradictoire avec d'autres choses, et il faut avoir le courage de le reconnaître et de le dire. Qu'on soit sur une poudrière, oui, peut-être, oui, parce que la France a le génie d'élire les rois et de leur couper la tête. Alors, et puis, tout est dans l'éphémère aujourd'hui. Mais il y a un jour un président qui disait, je crois que c'était Kennedy, ne vous demandez pas ce que l'État peut faire pour vous, demandez-vous aussi ce que vous pouvez faire pour l'État. Bon, voilà, c'est peut-être parce que je suis un vieux monsieur que je raisonne comme ça, mais je crois qu'il y a, au niveau de l'éducation, des choses à apporter qui sont la capacité de dire oui ou non, et avec la main tendue qui est quand même celle, je crois, de la France. Qu'est-ce qui est prioritaire quand on est face à une telle cocotte minute ? Qu'est-ce qui est prioritaire ? C'est d'essayer de baisser le gaz. Oui, bien sûr. Mais comment ? Oui. Je te le demande. Qu'est-ce que tu dirais, toi ? Moi, j'anime. Je crois que la psychologie est une des qualités majeures qui fait défaut à beaucoup de dirigeants chez nous. Je pense qu'il faut perdre du temps pour en gagner et qu'il faut... je crois que la pédagogie, c'est fondamental. Je dis souvent en riant, mais je le pense très bien, que mon rêve, ça serait qu'un grand nombre d'hommes politiques fassent un stage à la tête d'un orchestre. Tu peux pas parler plus de 5 minutes, on t'écoute pas, tu mens, t'es décrédibilisé, tu fais pas l'affaire, on te vire. Et ça va très très vite. Et sans doute une pédagogie qui s'installe dans la durée et non pas dans la multiplication. Puis l'écoute. Oui. Je disais très justement qu'il faut écouter, mais je veux dire, être un entraîneur, c'est aussi écouter le point de vue de ses joueurs. Et donc d'essayer de trouver ensemble le chemin de la qualité. Mais on peut pas, c'est Gide qui disait « J'admire les gens qui recherchent la vérité, je redoute ceux qui la trouvent ». Or, en ce moment, on a beaucoup de gens qui trouvent la vérité, mais qui malheureusement peuvent pas appliquer leur vérité parce qu'elle n'a pas été expliquée. Je crois qu'on doit croire qu'on perd du temps pour expliquer la pédagogie indispensable à la compréhension d'un projet. Sur les qu'est-ce qu'il y a à faire, je pense que je pense à chacun d'entre nous de bouger, quoi. Je crois pas. Malheureusement, aujourd'hui, on a beaucoup trop j'ai une grande banalité, mais beaucoup trop d'injonctions ou de plans d'État sur le sujet, qui amènent en fait dans la pratique sur le territoire à pas forcément bien toujours cibler là où on a besoin de l'argent. Donc il faut redonner la main à la proximité. Je pense que quand on est
au fond, les Canadaires ne suffiront pas, quoi. Il faut les pompiers sur le sol avec le tuyau d'arrosage. Enfin, pardon, pas le tuyau d'arrosage, c'est un peu plus gros qu'un tuyau d'arrosage, mais Il faut la des lance. Il faut Merci. des fantassins. Voilà. Des fantassins. Et on voit bien, si vous voulez, qu'aujourd'hui on en est là et qu'il faut redonner du pouvoir au territoire, redonner du pouvoir aux acteurs économiques et sociaux, et politiques localement, et que ces acteurs-là jouent collectif. Moi, j'ai travaillé sur ce sujet-là quand je travaillais pour Pierre Gattaz au MEDEF, mais je suis persuadé aujourd'hui, et j'ai connu comme une grande entreprise internationale, etc., mondiale, globalisée. Je ne suis pas du tout contre la globalisation, ce serait pas très bien de ma part de le dire, je suis plutôt pour la globalisation, mais dans un mode de fonctionnement différent qui laisse beaucoup plus d'initiatives à la proximité au territoire, dans une logique beaucoup plus bottom-up, de décision localement, par un jeu collectif des acteurs. C'est comme ça qu'on... Le monde est trop complexe pour le gérer d'en haut ou de la rue du Faubourg Saint-Honoré. C'est impossible de penser qu'on peut tout imaginer, tout gérer par... ça ne marche pas. D'ailleurs, on voit bien, enfin bon, on ne va pas parler de politique aujourd'hui, mais on voit bien les limites d'une logique trop top-down. Et c'est pareil, et ce que je voudrais dire, surtout s'il y a des hommes politiques dans cette salle, sachez que c'est pareil dans les entreprises. Et quand il y a un déficit d'écoute, il y a en effet la cocotte minute qui risque de flamber. Je crois qu'on peut passer peut-être aux questions. Bien des sujets ont été évoqués. Il y a sûrement des questions à poser aux deux invités. Avant que la première question ne soit posée, est-ce que vous avez peut-être un message encore à faire passer, ou est-ce que vous... Jean-Claude ? Non, un message, non, on n'est pas des messagers. Je veux dire qu'on est un peu des privilégiés ici, oui, et qu'on juge des difficultés du monde du haut de nos statuts qui sont évidemment enviables. La transmission, c'est pas le message. Voilà, il faut regarder en dessous de soi avec modestie, je crois. D'accord. Est-ce que... c'est le temps d'assimilation de tout ce qui a été dit. Juste une question. Vous avez parlé beaucoup du développement des territoires. Moi-même, je suis également de la région. Mais comment vous mettez en relation le développement des territoires et le monde? C'est-à-dire que peux-tu dire non. Ici un cluster, cette fois-ci, de bien-être ou de développement, si on ne prend pas en compte le monde dans sa globalité? Non, mais le point, c'est qu'il faut en même temps développer sûrement une gouvernance plus mondiale de ces sujets, déjà au moins européenne. Moi, je suis un fervent défenseur de l'Europe, et je pense qu'effectivement, il y a plein de sujets qui sont du niveau européen, et que si on ne le fait pas ensemble, notamment sur les investissements dans un certain nombre de technologies, etc., on va perdre. L'enjeu, par exemple, souvent, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, mais l'enjeu de la 5G, par exemple, est démentiel. Parce que c'est la 5G, on ne double pas ou on ne quadruple pas. On fait, 100 fois ou 1000 fois plus que ce qu'on avait avant. Donc l'enjeu de qui détiendra les datas, les câbles, les outils qui vont amener la 5G, ils vont être clés. Les antennes, etc. Ça va être clé dans notre monde de demain. Et les Américains ont déjà dit c'est pour nous. Et ils le disent, ils n'ont pas honte de le dire. Donc l'enjeu européen est clé. Et mais en même temps, il y a des enjeux aussi dans la proximité. Et si vous voulez, la question qu'on a, et c'est vrai un peu complexe, c'est que je pense qu'on a toujours tendance à, quand on réfléchit un peu aux étages, l'Europe, la France, les territoires, et encore une fois, je dis c'est pareil dans une entreprise. Une entreprise, elle se pose aussi les questions du monde, des régions, de l'Europe, et des pays, et des villes. Donc les questions... Au fond, la question qu'on a, c'est qu'on fait comme ça ce découpage géographique, et puis après, on dit ce qu'ils font. En fait, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut voir quels sont les thèmes et quelle est la géographie qui correspond aux thèmes. S'il s'agit d'indépendance technologique ou data, voilà, c'est au moins le niveau européen.
Vous voyez ? S'il s'agit de retrouver un emploi à des populations éloignées du monde de travail, c'est à Lille ou à Roubaix. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il faut prendre le thème. Alors c'est un peu plus, ça nécessite, mais le monde est complexe, donc ça nécessite un peu de travail intellectuel, de travail de faire tourner ces mélanges. C'est-à-dire, au fond, c'est le thème qui fait de la géographie. Et en fait, quand vous réfléchissez à... C'est le sujet qui fait la géographie. Et quand vous réfléchissez à ça, regardez même sur le plan politique, les sujets, vous voyez très bien qu'il y a des sujets qui sont naturellement au niveau de l'État, et il y a des thèmes qui sont à gérer localement. La bêtise, c'est de dire, toute cette thématique-là, c'est l'État, toute cette thématique-là, c'est la région, le développement économique, qui est maintenant aux mains des régions, c'est bien ça, je ne me trompe pas, hein. Et la MEL, un petit peu, mais c'est les régions aussi, un petit peu. Ah non, la MEL, t'as raison aussi. Oui, ben voilà, on commence. S'il n'y a pas un jeu, voilà, il y a des sujets qui sont du niveau national, quand il y a un investissement lourd. Bon, alors après, la question, c'est que quand vous avez pris ce principe-là, vous pouvez plus facilement faire jouer collectivement les acteurs. C'est-à-dire que le gars de la MEL, il travaille avec le gars de la région et avec Business France. Vous voyez, si vous n'avez pas fixé des tranchées et des barrières. Donc moi, je crois que c'est ça, c'est le nouveau mode d'organisation. Et dans les entreprises, il y a un peu de ça aussi, en fait. Hein. Moi, j'ai une question par rapport à ce que vous avez dit sur la transmission. Il me semble qu'il y a un élément assez crucial qui est venu, c'est le changement du cycle du temps. Si on regarde, on est passé... d'époque où on avait des milliers d'années, puis des centaines d'années, puis des dizaines d'années, puis aujourd'hui on est dans une époque où le temps c'est des mois, voire des semaines. Et ça, à la fois dans les gouvernances d'entreprise, dans les gouvernances politiques, dans le principe de l'empowerment des groupes de travail, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ne pas intégrer très fortement, parce qu'on n'a plus le temps. Tu veux répondre ? T'as plus ce temps, toi, parce que tu joues des musiques qui ont été écrites. Non, je ne suis qu'un petit musicien, moi. Je ne suis pas un conceptuel. Non, j'ai envie de dire deux choses. Et c'est vrai que le temps s'accélère. Je voyais récemment un point, je sais pas, mais je vous le partage parce que j'avais oublié. Vous savez, quand a été lancé le premier smartphone, hein, le téléphone intelligent, vous savez quelle année, des moyennes années ? Justement, dilate. Ouais. 2007. Il y a 10 ans. Hein. 10 ans, vous vous rendez compte, 10 ans ? C'est rien. Et vous avez vu en combien de temps ce que ça a provoqué. Et sachez que dans 10 ans, avec les nouveaux outils, le quantique, la 5G, etc., ce sera encore pire, le gap qu'on va faire en termes d'utilisation. Donc effectivement, il y a une accélération terrible. Et en même temps, j'ai envie de dire, il y a besoin de trouver des moments des fondamentaux de stabilité. Par exemple, moi je suis... par exemple, je vous donne un truc, on disait souvent, dans les entreprises, on dit souvent c'est bien la rotation. Hein, pas le cumul des mandats, mais la rotation des mandats. Les administrateurs, pas plus de 2 mandats, le président, pas plus de 2 mandats, etc. Bon. Moi, j'ai jamais été très pour ça. Ah non. parce que, justement, dans ce monde de temps rapide, il y a besoin aussi d'un peu d'expérience. Bien entendu, et voilà. Et en fin de compte, mais pour des soucis d'indépendance, il faut que les administrateurs changent tous les 2 mandats. Oui, et pour les soucis d'indépendance, il faut que les administrateurs soient nulle part ailleurs. Enfin bon, aucune relation. Ok. À force d'indépendance, on va prendre le plus nul. C'est sûr, si on prend le mec qui est nul, il y a toutes les chances qu'il soit vraiment indépendant du sujet. Vous voyez, bon. Donc on peut le mettre administrateur. Et donc je crois qu'il faut, plus le temps va vite, plus il faut s'assurer des points d'expérience et de pratique. Donc moi je suis pas du tout pour la rotation, je suis pas non plus pour il faut changer de génération immédiatement, boum boum, tac tac boum. Alors ça, ça va vous plaire, mais je dis pas ça pour ça. Je pense qu'il faut faire un mixte des choses avec des gens qui changent, mais aussi des gens qui assurent une certaine continuité. Donc plus le temps va vite, plus faisons attention à garder des points d'expérience. L'expérience est une lanterne accrochée dans le dos qui n'éclaire que le chemin parcouru.
pour être pragmatique et compte tenu de la place qu'il fait. Monsieur Passage. Est-ce que tu peux nous dévoiler un peu plus tes engagements personnels, les recettes que tu souhaites appliquer et les besoins que tu vas rencontrer? Aujourd'hui? Oui. Écoute, comment essayer de te répondre à ça, parce que en essayant d'être court. D'abord, tu peux venir me voir. J'atterrirai plus. Et d'autres, bien sûr. L'autre point, c'est j'ai plusieurs. Si je prends plusieurs casquettes, bon. Si je prends la casquette du réseau Alliance, pour prendre un élément, qui est une association, vous savez, pour le développement de la RSE, qui, je vous rappelle, a été créée par nos pères fondateurs il y a 25 ans. Où ils ont réuni quelques chefs d'entreprise. On va parler de... La RSE n'existait pas. Hein. On va parler d'impact de nos entreprises sur le territoire il y a 25 ans, pas la semaine dernière. Hein. Donc vous voyez aujourd'hui l'impact que ça a aujourd'hui dans les entreprises. Là, on a besoin de gens qui vont porter la bonne parole, qui mettent un peu de sous et qui vont porter la bonne parole. Il y a une équipe de jeunes là qui sont super, pour ceux qui les connaissent, je vois dans la salle, certains doivent les connaître, je peux que vous les recommander sur l'accompagnement justement à mesurer et à évaluer, sensibiliser l'impact de mon entreprise sur mon territoire. Si je prends la partie plus entreprise et cité, on a lancé un fonds de dotation qui a pour vocation, alors on l'avait lancé au début on a financé un certain nombre d'opérations diverses et variées dans le domaine de la santé, un peu dans le domaine culturel aussi, mais pas à l'ONL, je pense pas, mais je sais pas moi qui était président, et dans d'autres éléments. Et on a décidé d'évoluer parce qu'au fond, il y a beaucoup de fondations qui existent. Et maintenant, ce qu'on va lancer, là, il y a Sébastien, il a beaucoup travaillé là, avec moi là-dessus et d'autres, on va lancer en fait une fondation qui va aider les entreprises à s'engager. Alors, je vous explique, je vous fais le pitch. Si on considère aujourd'hui que, et c'est ce que je pense fondamentalement, que les questions d'engagement de l'entreprise sont consensuelles à sa marque, à ses produits, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, Total, ils ont du mal à recruter. Moi, ma fille, elle rentre de voyage, elle a un job chez Total, elle dit « je ne vais pas chez Total ». Je dis « t'arrêtes, tu vas aller chez Total ». « Ah non, je ne vais pas chez Total ». Bon, c'est un sujet énorme. La filière nucléaire française est en état de déshérence totale parce qu'il n'y a plus d'ingénieurs nucléaires en France. Alors qu'on était c'était la première industrie nucléaire mondiale. Bon, donc il y a un sujet de marque, de produit, d'attachement des jeunes dans l'entreprise. Donc l'engagement, au sens large du terme, hein, sur son territoire, etc., est clé au développement de l'entreprise. Si on dit ça, et si on est convaincu de ça, au fond, un certain nombre d'entreprises, surtout d'une certaine taille, aujourd'hui, y sont et y travaillent. On peut faire plus, on peut faire mieux, bien sûr, beaucoup mieux, mais ils y travaillent. Mais au fond, il y a tout le tissu des PME qui ont besoin d'un coup de main. Et comme Entreprise Cité a toujours été là pour remplacer un trou dans la raquette, eh bien, on va essayer de remplacer le trou dans la raquette, de aider les entreprises à s'engager. Comment ? En leur proposant des opérations d'engagement qu'on aura validées, nous. Okay, donc on donne une sorte de label. Et puis en aidant aussi ces entreprises à engager, non pas uniquement financièrement, mais aussi à engager leur personnel. Parce que l'engagement ne vaut que s'il est aussi l'engagement du personnel de l'entreprise. C'est ça où il y a un phénomène d'entraînement. Donc ça va être le rôle qu'on est en train de lancer de la Fondation d'Entreprise Cité, qui va être un facilitateur d'engagement. Au même titre qu'aujourd'hui, l'entreprise des cités, tu as l'IRD qui donne du financement. Et ben aujourd'hui, on va créer un nouveau métier qui va aider les entreprises à s'engager, et notamment celles qui ont moins les moyens de se doter d'équipes pour le faire. Voilà. Et là, on a besoin de mains, de coups de main. Mais j'en ai d'autres. Hein. Vous me rappelez la question ? Je crois qu'à partir du moment où on a un idéal et une idée d'utilité, en tout cas que l'on croit d'utilité collective, il faut s'engager. Moi, je veux dire, toute ma vie, je me suis engagé, comme vous le savez sans doute, vous l'avez peut-être compris au cours de ce que j'ai essayé d'expliquer, pour en effet offrir la possibilité à des gens qui n'étaient pas du tout associés à
je dis à l'idée culturelle et à la musique, d'aller vers eux, c'est-à-dire sortir des lieux dits sacralisés pour aller vers les gens. Et ensuite, avec le but de les ramener dans des lieux qui soient à la hauteur de l'exigence. J'ai eu la chance, avec mon ami Carlier, qui est ici présent, de construire un nouvel auditorium sur les ruines de l'ancien qui n'était pas bon, mais qui permet aussi aux gens de se dire on a une des meilleures acoustiques, par exemple, d'Europe, ce qui est la vérité. Eh bien, avant que les gens ne viennent dans ce lieu dit sacralisé, il faut aller vers eux. L'engagement, c'est d'essayer d'essaimer le territoire et en même temps de montrer qu'on est capable d'être reçu dans les places les plus emblématiques sur le plan international. S'engager, c'est quoi ? C'est transmettre. C'est le but, je crois, aussi de cette réflexion. Et transmettre, c'est essayer de partager les avantages et les dons que l'on a reçus, évidemment par son travail, mais aussi par la possibilité qui nous a été offerte de les mener à bien. Est-ce que je réponds à peu près à votre question ? Merci, madame. Écoutez, tant que Dieu me prête vie, le mot retraite n'est pas dans mon logiciel. Donc je vais essayer de continuer à développer, si vous voulez, mes ambitions pour la collectivité. Quel est le prochain projet, pour être plus concret ? Le prochain projet, je vais partir porter la bonne parole musicale d'abord à Montpellier, ensuite à Riga, ensuite à Las Palmas, et ensuite au Festival de piano de Lille, et ensuite en Chine, si le coronavirus m'en laisse la permission. Mais chaque année, je reviendrai diriger ici, si tant est qu'on en ait envie et qu'on me le permette, parce que je ne peux pas couper le lien qui m'unit et à mon orchestre et à cette région. Bon. Voilà, merci de ce témoignage que nous avons écouté avec beaucoup de passion, parce que vous avez su partager votre passion. Et nous vous en remercions tous, et je pense que c'est une bonne leçon pour chacun.